Biti, bio merda. Biti, bio merda. Biti, bio merda. Biti, bio merda. Je me présente, Jean Ganzorn. Moi, je suis ingénieur en énergie. Maintenant, je suis artisan poseur photovoltaïque. Et depuis 20 ans, en fait, je suis un peu ce qu'on appelle la transition énergétique, c'est-à-dire essayer de changer nos modes de consommation énergétique. Et ah oui, donc je vais vous parler de la biomasse. Donc, est-ce une énergie bio ou une énergie à la masse? C'est ça le titre au pied de nez. Avant de vous parler de ça, je vais juste vous parler d'un... Oui, je veux bien. Oui, c'est... non, mais ça va. Ouais. Je vais vous parler en fait juste un petit phénomène psychologique qu'on appelle la dissonance cognitive. C'est en fait un phénomène on va dire, d'entêtement. Par exemple, pour bien comprendre, si vous avez une secte, imaginez que vous avez une secte et dedans, les gens croient que le 27 novembre, c'est la fin du monde. Le 27 novembre 2018, ça va être la fin du monde. Il y a trois groupes dans cette secte. Il y a ceux qui sont, on va dire, sympathisants, ils y croient, mais sans être très impliqués. Il y a un groupe on va appeler les militants, c'est-à-dire des gens qui y croient et qui militent là-dessus et qui sont qui sont quand même impliqués. Et il y a les gens aussi qui sont, on va dire, à la tête de la secte, et eux, ils y croient comme dur, comme fer. C'est tout leur investissement. Ils ont investi, on va dire, toute leur énergie et leur temps, et ils croient que c'est la fin du monde le 27 novembre. Et d'un coup, arrive le 27 novembre, et c'est pas la fin du monde. C'est rien. Il se passe rien. Alors, le premier groupe, qu'est-ce qui se passe en psychologie? C'est que le premier groupe qui était sympathisant, il est déçu, dit bon, je me suis trompé, bon, tant pis, il change d'avis, c'était pas vrai. Le deuxième groupe, veut dire qui était militant, là, il a un coup dur. Il déprime, il se dit quand même, je me suis investi dans une chose, voilà, il déprime un peu de temps, et après, il accepte la réalité. Et le troisième groupe, lui, il va être atteint souvent de dissonance cognitive. C'est un processus psychologique, c'est-à-dire qu'il va nier la réalité. Il va se dire, en fait, c'est pas vrai. Il y a eu un complot où il va nier, il va trouver une excuse au fait qu'il n'y a pas eu la fin du monde. La fin du monde, ça va être en 2019. Ça va être le 27 novembre 2019. Il va se réinvestir et il va complètement nier. Donc c'est ce processus-là qui fait que, en fait, on s'entête. Ce processus-là, c'est par exemple nos nucléocrates, ceux qui promouvoient encore et qui veulent construire 6 EPR, ils sont atteints de cette dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à voir la réalité, c'est-à-dire un échec. Mais quand on a mis 40 ans de sa vie dans un propos, c'est difficile. Et si j'insiste sur ce point d'introduction, c'est qu'en fait, je vais vous parler de la biomasse, et je vais vous parler aussi de la neutralité carbone du bois énergie. Et on a affaire dans les mouvements écologiques à ces phénomènes de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'on s'entête face à une impasse. Voilà. Donc ça, c'était une petite introduction, juste pour expliquer. Donc la transition énergétique est d'actualité. Dans notre gouvernement dit bon, on va faire de la transition énergétique, on va développer les énergies renouvelables. Et dans les énergies renouvelables, l'énergie qu'on va développer, c'est la biomasse. 50% des énergies renouvelables en 2030 devra être issue de la biomasse. Alors ça fait... Voilà. Biomasse, c'est un joli nom, hein. Je veux dire, on est d'accord. Bio, ça veut dire vivant. Ça renvoie à quelque chose de sympathique, hein, quand même. Et ça renvoie à l'agriculture biologique. Et masse, ça fait écho à quelque chose de massique, qui veut dire que c'est important, que la biomasse, la biomasse, ça désigne la production faite par le vivant. Tout ce qui est produit par des organismes vivants, les planctons, les arbres et les animaux. Voilà. Donc, et ça, c'est un joli nom. Alors, tirer son énergie de la biomasse veut dire s'accaparer le vivant pour produire de l'énergie. En fait, l'homme, il fait ça depuis la nuit des temps. Il tire son énergie des plantes, des animaux, en les mangeant, soit en se déplaçant en cheval, soit en brûlant du bois.
Alors, il y a deux erreurs dramatiques, c'est de croire que l'impact est faible et que la quantité d'énergie mobilisable est massique. Depuis longtemps, les famines et la déforestation nous ont prouvé le caractère limité de la ressource. Il a fallu le vent, les voiles, les moulins, mais aussi surtout les fossiles pour que nous sortons de la rareté de l'énergie de la biomasse. L'homme a, depuis la nuit des temps, lutte contre la rareté de l'énergie de la biomasse. Pour produire de l'énergie, nous avons vu naître depuis 10 ans une vraie révolution, les énergies renouvelables. Elles sont devenues fiables, abordables, elles sont industrialisées. Mais renouvelable ne veut pas dire infini et ni sans impact. Dans ces énergies, il y a un coucou, ce qui s'est introduit. C'est une énergie propre Canada Dry. Elle est parée de belles images. Cette énergie fonctionne, en fait, comme les énergies fossiles, elle est minière. Les capitalistes, ils s'en régalent. Hein. Il s'agit ce qu'on appelle des biocarburants et du bois énergie. Le plus fort et le plus dramatique dans cette histoire, c'est que les capitalistes ont vu leur entreprise qui a été déchiffrée par des sincères écologistes. Aujourd'hui, face au désastre et à la cécité et la dénégation, ces écologistes révèlent clairement du processus de dissonance cognitive bien connu que je viens de vous expliquer. On ne peut pas reconnaître son erreur quand on a passé trop de temps à promouvoir une idée, un concept. Elle est d'autant plus drôle que ce sont les mêmes qui dénoncent, c'est-à-dire que nous, les écologistes, je me mets dedans, on a dénoncé cette dissonance cognitive qui atteint parfois les vieux communistes des années 80 ou les nucléocrates ou les capitalistes libéraux depuis la crise de 2007. Mais revenons à nos biocarburants et nos forêts. Tentons de comprendre pourquoi cette énergie, qui est quand même plus polluante que les fossiles, se soit parée des vertus écologiques et subventionnée énormément. Elle génère du CO2, ça détruit nos écosystèmes et ça met à mal le changement climatique. Alors, il faudrait déjà essayer de comprendre. En fait, il y a peut-être un problème, c'est qu'on a mal compris le fonctionnement énergétique de la Terre. La biomasse, elle pousse toute seule, elle est gratuite, elle est naturelle. Mais elle n'est pas abondante. Et la gestion par le gouvernement français est caricaturale et dangereuse pour ce qui concerne nos espaces naturels et nos forêts. Mais revenons, je vais faire un petit peu d'histoire. Au début des années 2000, face au réchauffement climatique et à Kyoto, certains ont dit on promue l'énergie de la biomasse et les biocarburants, on le boit, en disant on n'a qu'à faire ce qu'on a fait ce qu'on fait avec l'agriculture chimique, on passe à l'agriculture biologique. Eh ben on était au fossile, on passe au bio. Voilà. Par exemple, des gens comme Jean-Marie Pelt, de nombreux militants, ils ont promu face au réchauffement climatique l'utilisation des biocarburants. Voilà, en fait, on va taper dans le cycle court. Il y a un cycle long du carbone qui est les énergies. Voilà, le pétrole, c'est bio, hein, le pétrole et le charbon. Ça met 300 millions d'années à faire son cycle. Voilà, c'est tout. Hein. C'est renouvelable aussi, si on peut dire sur 300 millions d'années. Tandis que le bois, c'est sur que quelques siècles. L'idée, elle a paru lumineuse, d'autant plus que, voilà, c'est joli, c'est beau, c'est beau. Mais on s'est engagé sur cette voie. La France, à l'époque, elle était bien fournie en champs. Elle avait une surproduction agricole. Il y avait des forêts qui regagnaient du terrain depuis un siècle et demi à cause de l'exode rural. Il y avait une surproduction de céréales. Et les biocarburants semblaient plus écolos que les énergies renouvelables de l'époque. Le photovoltaïque, dont le géniteur est l'industrie spatiale, et l'éolien qui est immense. Le vent, il est à 100 mètres de haut, et pour qu'il soit efficace, il faut mettre des éoliennes de 100 mètres de haut. Voilà. Un panneau photovoltaïque, c'est moins romantique qu'un feu de bois. Un champ de colza chimique, ça paraît plus naturel qu'une éolienne. Mais devinez, c'est qui dessine les oiseaux? Celui qui détruit les insectes et les nourritures, ou celui qui tape quelques chauves-souris? Comme toujours, le cerveau est paresseux. On préfère aller au plus simple et au plus apparent. Mais revenons aux années 2000. Alors, le parrain de l'agriculture chimique, le patron de la FNSEA, cette organisation transgénique, une sorte de MEDEF auquel le CGT adhérait, a décidé de reprendre cette idée à son compte. Il y avait une surproduction de céréales en France qui écroulait les prix. Alors, il y avait des centaines de milliers d'hectares qui étaient en jachère, pour le plus grand bonheur des insectes et des abeilles qui se nourrissaient et qui trouvaient ça un terrain de repos à la guerre d'extermination qui leur a été livrée. Ça faisait des réserves naturelles improvisées.
Mais tout le monde était convaincu que c'était un gâchis, ces ressources. Elles peuvent être utilisées pour remplacer le pétrole de nos voitures. Alors on a donné beaucoup d'argent au public en renfort. Alors il y a certaines voix qui ont dit peut-être qu'on fait une bêtise, mais c'est peut-être compliqué à faire, c'est peut-être pas si... Mais bon, on s'est jeté là-dedans. Par exemple, Jacques Chirac, à l'époque, qui était le relais de ce qu'on appelle moi j'appelle ça la mafia SEA, voilà, a lancé avec Xavier Belin la transformation du grain en pétrole. Le procédé, il est compliqué, c'est coûteux en énergie, en argent, c'est peu rentable. Il faut chauffer à 300 degrés le blé, mais bon, la réalité physique et économique, elle va être gommée par la volonté politique. Des subventions pour construire les usines, l'absence aucune taxe sur le carburant. Ainsi, si vous allez à Super U, vous avez de l'E85 éthanol qui coûte 2 fois moins cher que le super. Il y en a un qui est taxé à 0% et l'autre à 80%. Alors les champs en jachère, où s'épanouissait la biodiversité, ont été transformés en champs de céréales, produisant des biocarburants. En effet, ces carburants sont bio au sens que c'est issu de la matière organique. Mais il faut des pesticides, des machines géantes, des engrais. Tout ça, c'est issu du gaz et du pétrole. En fait, le rendement de l'agriculture, c'est-à-dire le rendement de l'énergie qui est prise par le soleil, par les plantes, il est très faible. La photosynthèse, c'est 1 à 3%. Voilà. Le canne à sucre, qui a un très bon rendement, est à 3%. Donc, on transforme du soleil en sucre qu'on va transformer en éthanol. Ça nécessite beaucoup d'énergie, en fait. Il faut utiliser de l'engrais, des tracteurs à 80 litres de l'heure. Le résultat, c'est qu'on utilise plus d'énergie en engrais et en pesticides qu'on en produit. Par exemple, si je vous demandais d'aller me chercher 1 litre d'eau à la fontaine de Guillestre et que je vous file, je vous dis, ça va être fatigant, il fait soleil, je vais te donner 2 litres d'eau. Vous me direz, mais vous êtes c'est con ton idée. Et vous aurez raison. Mais c'est ce qu'on fait. Voilà, c'est ce qu'on fait en France. On transforme du pétrole en éthanol. Aux États-Unis, on s'est lancé. C'était une très bonne idée. Je veux dire, c'est pas que la France. Le bilan est désastreux. Le climat reçoit plus de CO2 que si on était resté au pétrole. La biodiversité est saccagée et des céréales sont retirées de l'alimentation et ça tire les prix à la hausse. Dans un monde qui, depuis 20 ans, a eu 1,5 milliard de personnes en plus, ça a fait des émeutes. Mais les 4x4 des riches mangent la nourriture des pauvres. L'idée qu'on aurait des terres en abondance en France ne tient pas dans un contexte de mondialisation. Alors, il y a des gens, par exemple, Jean-Marie Pelt, il a avoué qu'il s'était trompé. Il a dit, il n'a pas été atteint de dissonance cognitive. Il a dit, c'est un homme honnête. Voilà, il a reconnu que les biocarburants, c'était une fausse bonne idée. Mais en fait, quand on a lancé une machine en France, on ne peut plus l'arrêter. Que ce soit le nucléaire, voilà, on ne peut plus l'arrêter. Et il y a aussi le fait qu'on ne comprend pas en fait le système, et je vais essayer d'arriver, comment fonctionne le système Terre au niveau de l'énergie. Le soleil qui arrive sur Terre, il y en a, on va dire 40% qui sert à chauffer l'air. Donc quand on chauffe l'air, elle se déplace, ça fait du vent. Il y en a 40% qui sert en fait à évaporer de l'eau. Voilà, une plante, c'est une pompe à eau, une plante. Hein. Donc ça pompe de l'eau et ça fabrique des pluies. Donc quand vous rasez les forêts, vous cassez les pluies. On estime que s'il n'y a pas de une terre située à plus de 500 km de la mer, s'il n'y a pas de forêt, il n'y a pas de pluie. Voilà, pour faire un peu grossier. Et en fait, vous ne le voyez pas, mais ici, il n'y a que 1% de l'énergie qui va être, je l'ai mis en bas, qui va être stockée en bois, en biomasse. Donc, le rendement de la photosynthèse, il est très petit. Voilà, il est très petit. Ce qui fait que si on arrive, je veux revenir ici à mon fameux carré, c'est que, vous voyez ce carré-là, c'est toute l'énergie, le gros carré orange, c'est toute l'énergie, en fait, du soleil qui arrive sur Terre. Et vous voyez pas ce petit carré-là qui arrive ici, là, en noir. Ce tout petit carré, c'est la consommation annuelle d'énergie, tout compris avec les Américains, les Qataris complets et nous aussi. Voilà. Donc, vous voyez, et ça, c'est par exemple l'énergie solaire qu'on estime récupérable via des panneaux photovoltaïques ou du thermodynamique, enfin bon, du solaire. Ça,
c'est l'énergie éolienne qui est récupérable. Donc c'est à peu près 20 fois notre consommation mondiale. Et ça, le tout petit point, c'est l'énergie de la biomasse qui est récupérable. Voilà. Ça, c'est l'énergie annuelle hydraulique qui est récupérable. Vous voyez, c'est ce petit carré, c'est tous les barrages sur Terre. Donc c'est pas rien, mais c'est pas non plus ce qui est le plus gros. Et ça, en tout petit, c'est le potentiel géothermique. Et notre gouvernement, qu'est-ce qu'il décide en fait? Il y a ça qu'on peut taper dedans. C'est-à-dire qu'on peut taper dans le soleil, on peut, capter du soleil. On ne va pas changer le climat, on ne va pas changer, on va avoir du mal à changer le réchauffement des masses d'air. On peut capter de l'éolien, on ne va pas inverser les cycles de vent, etc. Par contre, si on tape là-dedans, vous voyez, ça, l'énergie de la biomasse, c'est plus récupérable, c'est plus petit que la consommation annuelle. C'est-à-dire qu'on estime que si on voulait faire marcher toute la planète Terre à la biomasse, il faudrait prendre tout. C'est-à-dire tout. Tous les planctons, tous les arbres, etc., etc., etc. Donc, on voit bien qu'en fait, là, quand on a compris ça, on voit bien qu'il y a une impasse. C'est une histoire de potentiel. On ne peut, je veux dire... on prend déjà en fait l'homme via l'agriculture, via la bétonisation, via tout ce qu'on... on prend déjà 40% de la biomasse à notre service. Voilà, 40%. Donc c'est énorme. Il faudrait même qu'on le réduise et il faudrait aussi qu'on laisse un peu de la place aux autres espèces. Et il faut s'attendre avec le réchauffement que l'énergie de la biomasse diminue. Là, voilà, que les rendements agricoles vont baisser. Et alors, ça, une fois qu'on l'a compris, on a quand même bien avancé. Voilà. Donc, la biomasse, c'est anecdotique. Alors, la marée motrice, les énergies marémotrices, moi, ça me fait marrer. Voilà. La géothermie, il y a des grosses failles, ça manque de failles. En fait, toutes ces petites énergies dont on parle sont très limitées et n'ont pas de potentiel. Il faut bien comprendre, on peut faire marcher notre société au vent ou au soleil. Le reste, c'est de la littérature. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu brutal, mais il faut bien le comprendre, ça, c'est important. Et ne me parlez pas des idées de comptoir, le moteur à eau, le moteur à air, le générateur surnuméraire, le réacteur à fusion nucléaire au thorium. Enfin, ça, ces énergies sont à ce que l'eau bénite et à la médecine. L'effet placebo en moins. Hein, voilà. Quant à notre propos, la biomasse, l'homme qui en prend trop, il faut savoir le réduire. Et pour débrancher une machine à sous dans notre douce France, c'est pas possible. L'éthanol reste, même si Xavier Belin a été libéré lui-même des contraintes environnementales comme il le réclamait, son œuvre demeure. Il est gavé d'argent public. Au niveau du grand public, il y a des courageux, il y a des militants écolos qui ont su quand même casser l'image écolo des biocarburants. Voilà. Les biocarburants ont quand même leur image démolie grâce à un travail. Mais ça continue. Par exemple, au niveau mondial, le Brésil a décidé de transformer l'équivalent de la surface de la France, voilà, l'équivalent de la surface de la France en forêt a été transformé en soja et en canne à sucre pour faire des biocarburants. En Malaisie et en Indonésie, on a brûlé l'équivalent de presque toute la forêt locale, a été rasée pour faire l'huile de palme. Ce qui fait qu'on estime que l'Indonésie et la Malaisie ont généré plus de CO2 ces 15 dernières années que les États-Unis. Pourtant, ils font quand même... on a affaire quand même à des champions. Hein. Voilà. Donc, moi, j'aurais du mal à comprendre comment on peut dire que pour sauver le climat, il faut raser les forêts. Ça, j'ai du mal à saisir. Le succès est éclatant. Hein. Par exemple, pour la Malaisie, par exemple... Total, à la raffinerie de la Mède, préfère de l'huile de palme à l'éthanol français pour faire son bioplastique. Ça a provoqué, par exemple, la fureur au début de l'année de la FNSEA qui protestait en bloquant les raffineries au slogan « Nous, on pollue français, mon brave monsieur ». Voilà.
Quand il y a une absurdité, aussi, les USA sont jamais trop en retrait. Hein, c'est comme nous. Ils ont une passion pour cela. Par exemple, les USA de Bush Junior, là, l'alcoolique fils à papa qui avait vu Jésus, là, il a décidé de se lancer dans les biocarburants à base de maïs, avec il y a une grosse nappe d'eau fossile au Texas, et on a transformé une quantité, à peu près 30% du maïs en biocarburant. Moralité, en ayant fait ça, on a, je veux dire, en France, en Malaisie, en Indonésie, aux États-Unis, au Brésil, on produit l'équivalent de 6 jours de consommation de pétrole avec les biocarburants. C'est-à-dire que vous prenez 365 jours, et ben, on produit 6. Voilà. Donc on comprend bien qu'en fait, c'est vraiment, ça sert à rien. C'est une mascarade. Voilà. Mais à cette mascarade, depuis les années 2010, on apparaît une mascarade jumelle, ce qu'on appelle le bois énergie. C'est à peu près en fait la même, les ingrédients sont les mêmes. Voilà. Une persistance, un aveuglement, une promotion par les mouvements écolos, la récupération par les capitalistes et le lancement d'une machine infernale qu'on n'arrivera pas à arrêter. Alors la France a des forêts qui sont jeunes, et depuis la déprise agricole. Et dans l'imaginaire des hommes des 30 Glorieuses, eh ben, la forêt elle est envahissante, la campagne... on avait déboisé la campagne qui était surpeuplée, on a concentré les gens dans les villes. Conséquence, les forêts ont regagné un quart du territoire. Mais l'extinction de on va dire ce qu'on appelle la rurbanisation, l'extension de la maison individuelle fait que, en fait, maintenant, depuis 2011, la progression en surface, je parle en surface, de la forêt s'est arrêtée. Voilà. La forêt est le lieu du temps long. Il faut des siècles pour qu'une forêt soit mature, pour qu'elle dépérisse et qu'elle se rajeunisse. L'essentiel de la forêt française est jeune et ne demande qu'à vieillir. Mais là aussi, comme dans l'affaire des biocarburants, nous avons droit à la même séquence. Le bois énergie a toujours été une énergie de chauffage depuis la nuit des temps. Le bois énergie avait déforesté la France. Il a été remplacé par le charbon et par le pétrole moins cher et plus pratique. Il était resté quand même au niveau rural, parce qu'il y avait le bois bûche, mais c'était marginal. Actuellement, il est 2 fois moins cher que le pétrole. Le succès depuis 10 ans est une flambée. Le bois énergie, qui était réservé on va dire aux paysans, à ceux qui faisaient la bûche, a été démocratisé via les pellets ou les granulés. Donc il a fait son apparition dans l'industrie, dans les lycées. Et les multinationales des BTP sont très heureuses de faire des trous et de chauffer des bâtiments pas isolés. Voilà. Le problème, c'est que les bâtiments, c'est 40% de la consommation d'énergie en France. Et avec 10 terres de bois, vous pouvez chauffer une maison ou faire assez de laine de bois pour l'isoler pour qu'elle consomme plus qu'une stère par an. Le problème, c'est qu'il faut de la main-d'œuvre. Voilà. Alors que le Kera se chauffe au bois, moi, ça me paraît logique, vu l'histoire du Kera, mais que Paris se chauffe, que le chauffage urbain de Paris importe 300 000 tonnes de bois par an, moi, ça me pose question. Quand on raccorde un bâtiment à un réseau de chaleur, la loi n'exige plus qu'on l'isole correctement. De mon expérience dans le bâtiment depuis 10 ans, je vois des passoires thermiques qu'on passe au bois sans chercher à les isoler. Le bois a un effet pervers. Et la consommation de granulés rase des forêts entières au Canada. Si vous le souhaitez, je peux vous donner une adresse d'une application qui a été faite par l'Université du Maryland, qui permet en fait de voir la déforestation depuis 17 ans à une échelle de 250 mètres. Donc c'est très précis au niveau des parcelles. Par exemple, vous pouvez voir l'Indonésie, tout ce qui a été déforesté en Indonésie. Donc c'est tout ce qui n'est pas en couleur verte pendant 17 ans. Alors vous pourrez constater, si vous allez sur ça, que par exemple que les Chinois ont arrêté de déforester, que la forêt française, effectivement, est peu impactée, on va dire, on le voit très bien, mais que si vous allez aux États-Unis, au Canada, par exemple, voilà, pas très mal, mais l'impact de la déforestation est vraiment énorme. Et vous pouvez naviguer, c'est très ludique, et c'est un suivi en temps réel du problème. Et on s'aperçoit exactement, par exemple, si vous allez au Brésil, que l'impact de la déforestation, je ne sais pas si on voit pas bien là. Voilà, mais en fait, on voit bien que l'impact est quand même énorme. Mais le plus inquiétant, c'est que depuis, en fait, on veut mobiliser
L'exploitation des arbres, maintenant, c'est plantation d'arbres, engrais et pesticides, utilisation des branches comme granulés et même maintenant, on veut dessoucher les arbres pour utiliser. Car il y a un nouveau front après le chauffage des bâtiments qui se met, c'est la production d'électricité avec du bois pour remplacer le charbon. Alors, il y a par exemple l'exemple de Gardanne, mais par exemple à Drax, en Angleterre, c'est 20 fois Gardanne. Et à Cordonnet vers Nantes, on va faire l'équivalent de 2 fois Gardanne. Voilà, c'est le projet qui est lancé. Donc il faut ça nécessite des camions, des broyeurs, une grande dépense d'énergie. Moralité, quand vous prenez 10 arbres, il y en a 7 qui partent en fumée pour le transformer en électricité. Il vous en reste 3. Et il faut encore en utiliser un pour le processus. C'est-à-dire que sur 10 arbres, il vous en reste que 2 d'utiles. À Gardanne, on a monté un contre-projet, le collectif SOS Forêt a monté un contre-projet. On a montré qu'avec un milliard d'euros, si on avait fait des éoliennes en bois, on aurait pu produire 10 fois plus d'électricité. Si on avait fait, le projet, c'était faire des éoliennes en bois de 80 mètres de haut, parce qu'on sait faire des éoliennes. Voilà, les Bouches-du-Rhône, c'est le département le plus vanté de France. Et si on avait isolé les bâtiments qui consommaient de l'électricité, avec 1 milliard, on faisait 10 fois plus d'emplois, 10 fois plus d'électricité et 10 fois moins de pollution. Voilà. Au niveau du carbone. Parce qu'en fait, tout ça est basé sur ce qu'on appelle la neutralité carbone. C'est la pièce essentielle en fait, du bois énergie. On dit que le bois est neutre en carbone. Alors que quand vous brûlez du bois, vous émettez plus de carbone que dans le charbon. Mais ça, pour faire 1 kWh de bois, il faut beaucoup plus d'énergie. Ça fait beaucoup plus de CO2 que 50% de plus de CO2 que le charbon, qui est déjà énorme. Ça, on le savait. Mais on se dit que sur 100 ans, la neutralité du carbone, sur 100 ans, ce qui va être absorbé par le bois ce qui va être émis par le bois va être absorbé. Alors l'argument pour valider est de dire que le bois est neutre suivant le suivant. Voilà, ça absorbe. Le bois suivant va absorber le CO2 qui a été fait par. Mais en fait, le problème, c'est qu'une forêt, c'est pas forcément qu'un tronc. Voilà, c'est pas qu'une plantation d'arbres. Dans les forêts, il y a des feuilles, il y a des racines. Et quand vous rasez une forêt, les racines mortes pourrissent et libèrent du CO2. Il y a plus de CO2 dans le sol d'une forêt, de toutes les forêts du monde, qu'il y a de CO2 dans l'atmosphère. Voilà. Le cycle, une forêt qui est jeune, au début, elle stocke du CO2 dans ses troncs et après dans son sol. Et une forêt jeune, il faut la laisser vieillir. D'autant que le problème du réchauffement, il est actuel. Et nos forêts sont jeunes. Si on les laisse vieillir, on utilise un puits de carbone. Et qu'est-ce qu'on va faire? On est en train de détruire un puits de carbone. Par exemple, un petit exemple, c'est que quand les Espagnols, les conquistadors sont arrivés, il y a eu un choc microbien et 90% des habitants de la forêt amazonienne et d'Amérique du Sud sont morts de la rougeole. Voilà. Donc il y a eu... Et ça a été très rapide. Il y a eu une reforestation, la reforestation de l'Amérique du Sud. Et des chercheurs ont émis l'hypothèse que le petit âge glaciaire qu'il y a eu sous Louis XIV aurait été impacté, serait dû, je veux dire, à cette reforestation. C'est-à-dire que le taux de CO2 dans l'atmosphère a baissé et a fait baisser la température. Donc l'impact de la forêt, il y a plus de CO2 dans les arbres de toutes nos forêts que dans l'atmosphère. Ça, c'est vraiment important. Donc, le fait de déforester, on perd l'équivalent de la surface de la Belgique chaque année est déforestée dans le monde. On est dans un système mondialisé. Donc, ce n'est pas sans conséquence d'utiliser le bois énergie. De ma petite expérience, entre isoler à 40 000 € une maison. Voilà, pour 40 000 €, on isole une maison par l'extérieur et après on va avoir besoin d'une ou 2 stères de bois. Ou payer 2 000 € pour passer d'une chaudière fuel à un poêle à bois. Et là, on divise sa facture par 2 ou par 3. J'ai pas vu beaucoup de gens hésiter. Voilà. Quand vous prenez par exemple du photovoltaïque, vous avez 20% de la lumière qui est captée, qui est transformée en électricité.
Donc, si vous prenez une surface, que vous l'équipez de panneaux photovoltaïques, il y en a 20%. Donc, on dit que le rendement du photovoltaïque est très mauvais. En fait, il est excellent. Si vous prenez une forêt, vous captez 1% de la lumière. Si vous le transformez en électricité, on a dit c'est un rendement de 20%, c'est-à-dire que vous êtes à 0,2%. Excusez-moi pour les allergiques des mathématiques, mais ça veut dire qu'entre le photovoltaïque et l'électricité fabriquée au bois, le rendement, il est de 0,2% pour Gardanne et il est de 20% pour le photovoltaïque. On a estimé que si on voulait produire autant de surface, autant d'électricité à Gardanne qu'avec du photovoltaïque, on devrait raser à peu près, voilà, c'est facile à comprendre, 0,2, 100 fois moins de forêt. Voilà, il y a 100 moins de surface impactée si on passe au photovoltaïque. Gardanne, c'est 30 hectares par jour. Drax, c'est l'équivalent de la forêt de Vincennes, de Fontaine, la forêt de Vincennes par jour. Il faut raser la forêt de Vincennes pour alimenter la centrale de Drax. Le tout pour lutter, voilà. Comme dans l'histoire des biocarburants, le jugement est encore plus sévère si on regarde la vision franco-française. Alors voilà, ce qu'on va entendre, c'est la forêt s'agrandit, 40% de la ressource n'est pas exploitée, la forêt, il faut l'entretenir sinon elle s'abîme. Alors celui-là, il est toujours pas mal. Ouais, mais si on n'est pas là, qui c'est qui va s'en occuper? Enfin bon, voilà, je vous en passe, c'est les meilleurs. Les forêts, les branches. Les branches, ce qu'on est en train de faire dans le Limousin, c'est-à-dire utiliser les branches pour faire du granulé, ça veut dire qu'on va vider, il y a eu un rapport de l'ONF, on va vider des nutriments la forêt et qu'il faudra mettre des engrais et qu'il va y avoir des maladies. Donc, on pense déjà à mettre des pesticides et de l'engrais dans la forêt si on continue à faire ça. Donc, on voit bien que c'est absurde. Le pire, c'est que depuis qu'on est gouverné par Macron, alors Macron, vous voyez, ça peut s'écrire en deux mots, Mac et rond, hein, voilà. On a décidé de faire, voilà, le bois énergie, ça va être le numéro 1. Et il a encouragé, en fait, l'ONF, enfin, ça avait déjà avancé, mais à faire du bois énergie et de se débrouiller un peu tout seul, hein, l'ONF, voilà, qui coûtait un peu de l'argent, devra se financer par le bois énergie. Et il a lancé, en fait, la privatisation de l'ONF. On envisage même de vendre des bijoux de famille comme la forêt de Tronchet, hein, pour ceux qui connaissent. Voilà. Depuis 1000 ans, ça a presque 1000 ans, hein, les eaux et forêts, hein, depuis Philippe le Bel, ça a été lancé pour préserver la forêt et on va essayer de pervertir cet organisme pour qu'il sorte le maximum, donc mobiliser, transformer en résineux, sortir les branches, dessoucher, voilà, avec des abatteuses. Alors, que dire? Bon, je vous ai parlé de la raffinerie de la Mède pour faire, voilà, on transforme une raffinerie pour faire avec de l'huile de palme, du bioplastique. Ça, c'est écolo maintenant. Alors moi, je souhaite qu'il y ait un débat honnête se fasse sur le bois énergie et qu'on remette en discussion la neutralité carbone, qui a été remis en question aux États-Unis. Il y a beaucoup de remises en question sur la neutralité carbone du bois énergie. Il y a l'université du Maryland qui a fait toute une étude pour montrer que que le bois énergie avait un impact en CO2 et qu'on ne pouvait pas dire que c'était neutre en carbone. Donc ça, c'est... Il existe toujours ce processus psychologique qui empêche aux gens qui sont trop engagés, qu'on a promu le bois énergie pendant des années. C'est difficile de reconnaître qu'il y a quand même une erreur. Voilà. J'arrive à bientôt et demi. Nous devons, le bois est un matériau noble de construction et d'isolation. On peut l'utiliser. Ça permettrait de stocker, le bois qui est ici, il stocke le carbone pour plusieurs siècles et pour lutter. On doit laisser, on ne peut pas tout prendre au niveau de l'espace naturel et de la biomasse. On doit laisser de l'espace aux autres espèces. Tout n'est pas à nous. Voilà. Pour terminer, tout n'est pas à nous. Rouge là, rouge là.